L'échiquier international, bienvenue à vous. Agression contre l'Iran, plus de 60 jours d'un conflit régional dont les conséquences commencent à se faire sentir au niveau mondial. Hausse brutale des prix de l'énergie, incertitude sur le coût des matières premières, pression sur les chaînes logistiques, inflation importée, crise alimentaire. Dit autrement, est-ce que l'agression contre l'Iran n'est pas l'arbre qui cache la forêt d'une économie occidentale traversée par de profonds déséquilibres? Est-ce accidentel ou certains arrivent quand même à conjurer le tout pour s'enrichir? La fameuse hyperclasse des plus riches, les 0,1% tout en haut de la pyramide, qui engrange des dividendes, et ce quel que soit le contexte mondial. Qui sont-ils et à quoi sert la politique, ou le politique dans ce cas? Sommes-nous en Occident dans une sorte de dictature financière qui ne dit pas son nom? On en parle et c'est tout de suite. Et en lien avec notre émission du jour, dans un document de 75 pages, l'organisation No Label, c'est Imagine, esquisse un scénario dans lequel les investisseurs perdraient confiance dans la solvabilité des États-Unis, c'est-à-dire le dollar. Le dollar, on le rappelle, avec les États-Unis d'Amérique, qui ont atteint une dette de 39 milliards de dollars. Faisons le point déjà avec notre invité du jour, Marc Chesney. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de finances mathématiques à Zurich, anciennement professeur à HEC Paris, auteur également avec une dernière parution, Stop, alarme contre la finance casino et la marchandisation du vivant. Bienvenue, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors on l'a dit, hein, l'agression contre l'Iran, bombardement contre le Liban, fermeture du détroit d'Ormuz, le tout qui provoque la hausse des prix de l'énergie, coût des matières premières qui risque d'augmenter, chaîne logistique sous pression, pénurie à venir, en tout cas ce sont des inquiétudes. Est-ce que ce sont pour vous des signes inquiétants concernant l'économie mondiale? Oui, certainement, l'économie mondiale est face à une crise permanente depuis maintenant des dizaines d'années, mais les problèmes se sont accentués récemment. Donc, vous avez fait allusion à la fermeture du détroit d'Ormuz. Il y a aussi aux États-Unis et partiellement en Europe le problème des crédits privés, donc ce qu'on appelle la finance de l'ombre. Je pense qu'on aura l'occasion d'y faire allusion un peu plus tard Mhm. au cours de l'entretien. Donc, des institutions qui ne sont pas des banques, qui octroient des crédits à des entreprises qui ont des soucis financiers. Et puis, quand ces entreprises ne peuvent pas vraiment rembourser, eh bien, les choses risquent de mal tourner. Donc, voilà une conjonction de phénomènes qui font qu'on risque de s'approcher d'une phase aiguë de cette crise permanente. Vous, je reviens à votre ouvrage, la dernière parution, qui s'intitule alors Stop, alarme contre la finance casino et la marchandisation du vivant. Pourquoi alarme contre la finance casino? Qu'est-ce que vous appelez la finance casino? C'est celle qui finalement prend le dessus, donne le là depuis assez longtemps. On a affaire à une économie de casino. Donc, des paris à grande échelle, les produits financiers complexes qu'on appelle les dérivés, présentés comme des outils permettant aux entreprises de se couvrir contre les aléas, par exemple liés au mouvement des devises, sont en réalité presque tout le temps, en tout cas 99,9%, dans 99,9% des cas, des paris à grande échelle. Alors sur quoi? Sur un peu tout, mais en particulier, étant donné que les dettes sont énormes, je veux dire les dettes privées comme publiques, entre 3 et 4 fois le PIB mondial, eh bien vous avez des paris qui se mettent en place sur les défauts d'entreprises ou de pays, ou voire sur les faillites. Et voilà, ça se monnaie. Donc c'est un risque systémique, c'est une logique de pompier pyromane où de grandes banques arrivent en présentant des produits qui permettent de couvrir contre les risques, et ces produits, vu leur taille, leur amplitude, en génèrent des risques. Je donne les chiffres pour la Suisse que publie la bourse dans ce pays, mais c'est semblable dans d'autres pays, fort probablement. Ces produits dérivés pour la Suisse, seulement pour la Suisse, donc ces chiffres publiés chaque semaine, ces produits dérivés varient entre 1000 fois le PIB de la Suisse et 250 000 fois le PIB de la Suisse. J'ai bien dit 250 000 fois. Donc des paris à grande échelle, surtout. Voilà, et Alors, ça déséquilibre fondamentalement, effectivement, l'économie. le propre de l'économie, justement, c'est la gestion des ressources pour satisfaire les besoins humains. En tout cas, c'est la signification la plus
la plus proposée, celle qu'on propose le plus quand on parle d'économie, mais on observe dans l'histoire des crises économiques à répétition. On peut nommer par exemple le choc pétrolier de 73 et de 79, la crise des subprimes en 2008, et plus récemment la crise économique liée à la pandémie du Covid-19 en 2020, et celle peut-être à venir, on va en parler puisqu'il est question de l'IA. C'est souvent des crises américaines qui se répandent au niveau mondial. C'est à cause de ce que vous nommez la finance casino, c'est une des raisons pour lesquelles le système économique mondial se retrouve régulièrement affaibli ou dans des situations tout simplement de crise. Oui, effectivement, cette finance casino permet aux plus riches de l'être encore plus, de devenir encore plus. C'est les Bezos, les Elon Musk. Monsieur Elon Musk veut obtenir une fortune de 1000 milliards de dollars et on a affaire à des gens qui veulent tout et tout de suite. Dans l'histoire, on a observé des familles qui s'enrichissaient au fur et à mesure, génération après génération. Non, ce sont des gens qui veulent tout de suite. Je cite dans mon livre Bezos. Donc, ce monsieur a enrichi sa fortune de 13 milliards de dollars en un seul jour. Il s'agissait du 20 juillet 2020. 13 milliards, pas millions, 13 milliards de dollars, c'est environ, pour donner un ordre de grandeur, 10 fois le château de Versailles, qui a été construit lui-même en 50 ans environ. Là, c'est en un jour. En un jour, 10 fois le château de Versailles. C'est aussi le double de ce que 1,3 milliard d'Africains ont perçu le même jour. Donc voilà, une folie, une démence, une boulimie, c'est une activité clanesque. Donc cette finance casino permet d'enrichir des clans, des amis, des groupes proches, au détriment de la classe moyenne, de la classe pauvre, de par le monde. Je reviens à cette crise de 2008, la fameuse crise des subprimes entre 2007 et 2008 qui a touché le marché immobilier aux États-Unis parce qu'on avait accordé des crédits à des ménages ou des personnes peu solvables. En tout cas, une des leçons de cette crise, c'est que les marchés n'ont pas forcément raison, car souvent manipulés. La même chose pour les agences de notation, on peut citer Fannie Mae ou Freddie Mac. Pareil pour la SEC aux États-Unis. La SEC, c'est un peu le gendarme de la bourse. Mais au-delà, on a vu aussi les limites du néolibéralisme. Quel est votre avis? Oui, c'est certainement le cas. Il faut savoir qu'aux États-Unis, avant la crise de 2008, les grandes banques cherchaient des clients dits ninja. Qu'est-ce que ça veut dire en anglais? No income, no job, no asset. C'est-à-dire vous n'avez rien, vous êtes le bienvenu, on va vous octroyer un crédit. Donc, pas besoin d'avoir un doctorat en économie pour comprendre que ça va exploser à un moment ou à un autre. Et ça a explosé. Donc, les banques se débarrassaient de ces créances en les vendant à d'autres institutions financières. Voilà, un jeu de finance casino qui finalement a généré environ 30 millions de personnes, 30 millions de personnes qui ont perdu leur emploi de par le monde, plus tous ceux qui n'ont plus pu payer leur loyer, etc. Donc, cette finance casino accélère la concentration des richesses en quelques mains et la précarité pour le plus grand nombre. On en parle encore de cette crise des subprimes 2007-2008 car elle révèle beaucoup de choses, même concernant l'actualité, car durant cette crise, on a découvert les mastodontes, les grandes banques d'affaires américaines qui faisaient la pluie et le beau temps, non seulement à Washington, mais partout dans le monde, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs. On se rappelle de la célèbre phrase de Lloyd Blankfein, le PDG de Goldman Sachs, à l'époque, qui avait dit « Je fais seulement le travail de Dieu ». Et on n'enseigne pas ça en cursus d'économie, c'est-à-dire que ces banques sont devenues trop puissantes au détriment des États. Elles ne peuvent pas être canalisées par le législateur, tout simplement. Elles sont too big to fail, comme on dit, trop puissantes pour tomber. Donc, elles ont besoin d'une garantie d'État. Et puis, on emploie aussi le terme too big to jail, c'est-à-dire que leurs dirigeants sont trop puissants pour aller en prison. Donc, voilà l'état des lieux. Donc, une grande arrogance, effectivement. Et puis, ce qu'on enseigne, ça continue. Finalement, les départements d'économie ou de finance aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde s'apparentent plus à une faculté de théologie qu'à une faculté de sciences. Pourquoi théologie? Parce qu'il s'agit d'y croire. Les faits ont démontré que ça ne fonctionnait pas. En 2007-2008, le système a failli exploser. Et le système, c'est celui promu par l'école de Chicago, selon laquelle les marchés financiers sont parfaits, efficaces. Bien non, ils sont le plus souvent malheureusement manipulés à grande échelle. Selon cette école, le toujours plus signifie toujours mieux. Donc en médecine, on apprend que la boulimie est une maladie, mais en économie, on apprend que c'est bien. Donc c'est une école qui nie l'évidence
et qui ronronne. Donc, les crises, l'étude des crises, bon, elle n'est pas vraiment traitée. Marc, Donc, je vois les cursus en économie-finance. Cette crise n'est pas traitée sérieusement. Je vous écoute, excusez-moi. Marc Chesney, cette fameuse école de Chicago, dont un des leaders n'est autre que Milton Friedman, le prix Nobel en économie, vous direz que parce que vous êtes un peu critique par rapport à ce courant et à cette école, vous direz C'est le que moins qu'on puisse dire. vous direz que son prix Nobel discerné donc à Milton Friedman, c'est un peu une corruption des élites, c'est un peu un entre-soi. Comment vous l'expliquez? D'abord, pour être précis, il n'existe pas de prix Nobel en économie. Je vais peut-être vous surprendre. Et Monsieur Nobel n'a jamais voulu qu'un prix en économie soit octroyé en son nom. Jamais. Ni en économie, ni en maths d'ailleurs. En maths surtout. En maths, ni en économie, ni en maths. Oui, Donc les mathématiciens ont été honnêtes. Ils ont créé leur propre prix, la médaille Field. Field, oui. Mais en ce qui concerne l'économie, ça s'est passé différemment. Donc c'est le prix, en l'occurrence, il s'agit du prix de la Banque de Suède en mémoire de M. Nobel. Mais si on veut vraiment respecter sa mémoire, alors il faut se souvenir du fait qu'il ne voulait pas de prix en son nom en économie. Donc je referme la parenthèse, mais À cause d'une simplement affaire pour bien cela personnelle. en tête. Pardon, oui, probablement. Oui. Donc c'est le prix de la Banque de Suède. Bon, maintenant, les Nobel occupent une place très importante parce qu'ils influencent les gouvernements de par le monde. Donc, il y en a 3 ou 4 chaque année, parfois, donc beaucoup plus qu'un. Et ils ont un agenda bien précis qui est celui de, souvent pas toujours, mais on va dire dans à peu près 2 tiers des cas, celui de l'école de Chicago. Donc, le néolibéralisme jusqu'aux années 2007-2008. Maintenant, c'est le mouvement libertarien qui monte en puissance avec les Milley, par exemple, en Argentine. Mais c'est le mouvement néolibéral qui occupe le terrain, on va dire, dans ces prix dits Nobel en économie. Et donc, voilà, dès qu'il y a un problème, la solution, c'est des marchés soi-disant efficaces, parfaits. Donc, il s'agit d'y croire. Ce que disent certains collègues, ils croient au marché efficace et parfait. Le problème, c'est que c'est une croyance, effectivement, comme ils le disent. Et en science, il ne s'agit pas de croire, il s'agit de se baser sur des faits avérés, scientifiques. Et si on observe ce qui s'est passé en 2007-2008, on a vu exactement le contraire. Donc, ce qu'il faudrait, c'est remettre tout à plat. Je vous écoute. Marc Chesney, peut-être que je me suis mal exprimé, mais quand je parlais du prix Nobel de Milton Friedman, vous avez parlé de l'école de Chicago qui a fait, avec ses théories économiques, qui ont fait pas mal de dégâts au Chili, en Argentine, avec la dictature de Videla. On a vu que la traduction de ces théories ont fait beaucoup de dommages, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, Milton Friedman a reçu le prix Nobel de l'économie. Est-ce qu'on a affaire ici à une espèce de corruption au niveau des élites? C'était ça le sens de ma question. Oui, oui, effectivement. Bon, elles se parrainent elles-mêmes, ces élites. Être prix Nobel, c'est magnifique. Donc, elles se coordonnent, on va dire. À partir du moment où il y a une masse critique de collègues qui proviennent de l'école de Chicago, eh bien, ils poussent leurs doctorants, leurs élèves, qui sont devenus profs entre-temps. Et voilà, donc sur cette base, ça se répète. Et donc, ce sont les mêmes types de propos, de dogmes qui sont proférés. Donc, vous avez cité Friedman, effectivement, et il y en a beaucoup qui sont liés à cette école, hein, donc qui ont travaillé avec la dictature de Pinochet au Chili et avec d'autres. Oui. Voilà, ils ont dit, voilà, l'économie fonctionne bien. Les gens souffrent, mais l'économie fonctionne bien. Donc, vous savez ce qu'on dit en médecine, l'opération a réussi, mais le malade est mort. Donc, on est au Chili, ah oui, donc peut-être que c'est l'économie en question a profité à un petit pourcentage ou 10-20% de la population, mais le reste a souffert. Économie, si on revient à la racine, ça veut dire la gestion de la maison commune. Hein. Donc, ce n'est pas pour 10 ou 20% de la population, c'est pour l'ensemble. Et le fait est que cette maison commune est très mal gérée. Vendredi dernier, Donald Trump a affiché une volonté avec ses taux de douane d'augmenter à 25% des droits de douane sur les voitures et les camions européens. Le président américain a une nouvelle fois montré les limites de l'accord commercial négocié l'été dernier entre les États-Unis et l'Union européenne. Concernant cette mesure des tarifs douaniers abattus par Trump, comment jugez-vous cette mesure? Est-ce que c'est du protectionnisme américain? Et surtout, comment jugez-vous l'attitude des leaders européens qui n'ont pas fait montre d'une quelconque riposte ou résistance par rapport
aux mesures américaines, notamment par rapport à Trump lui-même. Donald Ier est l'empereur du chaos. Donc un jour, on a affaire à tel niveau de taxe, un jour à un autre niveau, on ne sait pas. Je ne sais pas s'il sait lui-même une heure avant ce qui va se passer. Effectivement, en Europe, et pas seulement en Europe, on a eu affaire à des gens qui faisaient des courbettes, qui se penchaient devant le maître, devant l'empereur. Donc voilà où on en est réduit actuellement, et c'est assez pitoyable. Crise économique aux États-Unis. Alors la dette aux États-Unis, c'est 39 000 milliards de dollars, 1000 milliards rien que pour les intérêts de cette même dette. Est-ce que Trump est le symptôme d'une économie américaine en faillite technique? C'est comme ça que, en tout cas, c'est perçu. Ou c'est justement un accélérateur? Comment vous percevez le phénomène Trump au milieu de ce marasme économique américain? Donc, Trump est un accélérateur de ce chaos, de cette crise. Vous savez, pour les fonds spéculatifs, des marchés financiers calmes sont ennuyeux. C'est le chaos, c'est les mouvements erratiques qui génèrent des profits à grande échelle. Donc là, lui, ses proches, sa famille, les hedge funds doivent se régaler parce que ça bouge dans tous les sens. Et c'est comme ça, encore une fois, qu'ils en profitent pour générer des profits, vendre des produits douteux, complexes. Donc voilà, un accélérateur sur le court terme. Tous les voyants sont au rouge actuellement, encore une fois. Donc il s'agirait de réfléchir et de voir où on veut aller. Mais il continue à pousser ce chaos. Marc Chesney, autre thématique du jour. Pourquoi observe-t-on depuis un certain temps des États comme l'Inde, la Chine, la Russie, la Turquie, qui engrangent de l'or sur les places du monde entier, c'est-à-dire avec des achats massifs de l'or? La Chine a acheté dernièrement, enfin ces 2 dernières années, 300 tonnes. Même l'Algérie accumule discrètement de l'or, dépassant les 173 tonnes pour sécuriser ses réserves. On nous dira que c'est pour stabiliser, bien entendu, la monnaie, pour diversifier ses actifs. Mais depuis un certain temps, on a l'impression que ces achats sont dus également ou sont motivés à cause d'une méfiance envers le système financier occidental. Quel est votre avis? Effectivement, effectuer des transactions en dollars risque de mettre telle ou telle entreprise ou pays sous la juridiction américaine. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Donc, l'idée est de se défaire en partie du dollar pour certains pays, et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Déjà, bon, c'est un privilège exorbitant que d'utiliser le dollar pour, par exemple, aux États-Unis, que d'utiliser le dollar pour les achats de pétrole. Et donc, certains contrats de vente de pétrole sont libellés en d'autres monnaies, comme le yuan, par exemple. Donc, l'idée, c'est cela, c'est de peu à peu se défaire. Parce que qui dit acheter du pétrole et d'autres matières premières en dollars, dit avoir des réserves en dollars, acheter des obligations américaines, c'est-à-dire financer le déficit américain, en l'occurrence. Donc, c'est paradoxal. C'est comme si la Chine finançait les dépenses militaires des États-Unis en achetant des obligations américaines. Donc, ce qu'elle essaye de faire, plutôt moins. C'est ce qui est logique de sa part, effectivement. Donc, c'est une rivalité entre différents pouvoirs, mais qui ne débouche sur rien de bon pour le genre humain. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs dans le monde, avec 13 000 milliards de dollars d'actifs spécialisés dans la gestion des risques et des actifs privés. Quand Larry Fink, son PDG, parle, c'est l'ensemble des acteurs mondiaux qui sont dans la finance, hein, qui sont à l'écoute forcément. Pourtant, en mars dernier, BlackRock a limité les retraits de leurs fonds en subissant des pertes records. Le fonds avait tout simplement une crise ou était traversé par une crise des liquidités qui a secoué tout un secteur pourtant perçu au préalable comme étant un secteur stable par les spécialistes et les analystes. Comment vous expliquez ce phénomène? Comment vous diagnostiquez cette crise des liquidités au sein de BlackRock? Alors d'abord, quelques mots en ce qui concerne BlackRock. BlackRock est un des acteurs majeurs de la finance dite de l'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire, cette finance de l'ombre? On a affaire à des institutions financières qui ne disposent pas de licence bancaire. Donc BlackRock n'est pas une banque, où les fonds spéculatifs ne sont pas non plus des banques. Donc cette finance dite de l'ombre, qui n'est pas du tout régulée, correspond à peu près 50% du total du secteur financier. Donc vraiment de l'ombre, elle porte bien son nom. Alors,
BlackRock, comme d'autres acteurs de cette finance de l'ombre, s'engagent dans des opérations risquées. BlackRock est de facto systémique, too big to fail, c'est-à-dire vu la taille de cette entreprise financière, si elle était en faillite, un jour en quasi-faillite, elle serait fort probablement renflouée par le contribuable américain. Donc, activité financière douteuse, et on en vient à ce que vous disiez, en l'occurrence, j'ai fait allusion moi-même au début de notre entretien, fournir des prêts, fournir des crédits à des entreprises qui ne sont pas toujours vraiment solvables, et en échange, obtenir un taux d'intérêt élevé en échange de ce crédit. Jusqu'au moment où ça risque de tourner mal, et parce que les entreprises en question ont effectivement des difficultés à rembourser. Et là, eh bien, BlackRock, c'est ce que vous avez cité, va fermer un fonds ou limiter les retraits. Est-ce que c'est possible? Pas possible, et ça génère des tensions. De toute manière, c'est le problème de la dette qui est énorme, qui est de plus en plus ingérable et qui est patent. Donc, voilà, vous avez des produits liés à la dette, des paris sur la faillite liés à ces dettes, etc. Donc, c'est tout un château de cartes qui se monte autour de la dette et qui risque de s'écrouler à nouveau, comme ça s'est déjà passé, mais là l'histoire s'accélère, à nouveau d'un moment ou un autre. Marc Chesney, que vaut cette nouvelle ruée vers l'investissement dans le numérique où les grosses entreprises de l'IA ou les centres de big data, on parle parfois d'investissement allant à hauteur de... On parle de 1000 milliards de dollars, j'ai vu un dernier chiffre à la hauteur de 650 milliards de dollars. Beaucoup d'analystes financiers s'inquiètent car ce secteur n'a pas encore fait ses preuves, n'a pas montré sa robustesse à la hauteur de ses montants. Alors sommes-nous au devant d'une bulle spéculative inhérente à l'IA, notamment aux États-Unis? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, si on prend l'exemple de OpenAI, donc l'entreprise est valorisée à peu près 850 milliards de dollars. Elle n'a jusqu'à présent pas fait un centime de bénéfices, donc en l'occurrence des pertes, et elle aurait besoin effectivement d'environ 600 milliards d'investissements supplémentaires. Il est prévu qu'elle engrange des bénéfices éventuellement à partir de 2030, pour vous donner une idée. Donc, effectivement, une bulle, et certains vont laisser leur plume. Donc certains, si c'est les plus riches, si c'est M. Bezos ou si c'est M. Elon Musk, personne ne va pleurer. Mais si c'est par exemple les fonds de retraite, par exemple, ou tout ce qui concerne la classe moyenne, la classe pauvre, ça va être plus difficile. Donc voilà, une bulle à nouveau qui apparaît. Marc Chesney, dernière question. Les États-Unis ont une dette, on l'a dit, à hauteur de 39 000 milliards de dollars, sans parler d'un mouvement de désinvestissement d'acteurs extérieurs au niveau de cette dette d'ailleurs. La guerre comme solution pour éponger la dette des anglo-saxons et en l'occurrence américaine, est-ce que vous y croyez? Oui, en l'occurrence, cette guerre, telle qu'on l'observe actuellement, elle va accroître le volume de dette. Donc, à voir. Et puis c'est dangereux comme tactique parce que ça peut déraper au niveau mondial. Donc, un jeu très dangereux qui est lié à cette finance casino, à ces paris, à ces guerres. La guerre est un business, le sang se paye en dollars. Donc, on a affaire malheureusement à un système mortifère, pour être clair. Merci pour tout, Marc Chesney. Je rappelle que vous êtes professeur de finance mathématiques à Zurich, anciennement professeur à HEC Paris, auteur également avec une dernière parution Stop, alarme contre la finance casino et la marchandisation des corps. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous dis à bientôt. Au revoir. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur Al24 News. En vous souhaitant une agréable soirée et on se donne rendez-vous samedi. D'ici là, portez-vous bien.